à cause d'un commun de la petite enfance, j'ai raté le tout début de vos échanges. Et je vous cache pas que passer de la lecture de la soupe aux cailloux et roule galette à mais l'ordo-communalisme est-il soluble, bon bah tout de suite j'ai fait un premier saut intellectuel assez impressionnant, et après j'ai écouté la phase de débat avec la salle, et ça m'a fait je vais partir sur des grandes références parce que bon, moi j'ai moins lu Elinor Ostrom que vous, mais vous m'avez fait penser au film des Monty Python qui s'appelle La vie de Brian. Je sais pas si vous avez vu ce film. Mais à un moment, le chef essaye d'haranguer ses foules pour qu'enfin ils gagnent, et ils disent « Vous êtes tous des individus, vous êtes tous différents ». Ils disent « Oui, oui ». Et puis ils se mettent tous à répéter à l'unisson « Nous sommes tous des individus, nous sommes tous différents ». Bon, et vous, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, on est quand même en train de partir d'une bataille culturelle dont on se rend bien compte qu'on est quand même en train de la perdre, et qu'effectivement, on se fait traiter d'éco-terroristes, de Khmer vert ou de talibio, comme mon voisin de gauche. Et talibio, bien sûr. Et toi, t'es une féminazie, donc voilà. Donc on se fait marcher dessus. Et en même temps, au moment de se dire, on devrait s'unir, bah, les questions remontrent un peu les différences, vous voyez. C'est-à-dire qu'effectivement, pour prendre une autre allégorie cinématographique, et après on passera au bouquin, mais vous me faites penser à ces gens qui se font un peu massacrer dans les films d'horreur, et tout d'un coup il y a déjà une douzaine de morts, ils sont plus que 4, ils font maintenant l'important c'est de rester ensemble, toi tu vas dans la cave, moi je vais dans la cuisine, et toi je vais au sous-sol. Bon, enfin voilà, donc ça ne peut pas marcher. Donc là pendant 2 heures on va essayer de parler d'unité. Et donc à 12h29, à la toute fin de la table ronde, on posera la question de l'incarnation, à savoir si c'est Raphaël Glucksmann, Yannick Jadot ou je ne sais quel Clémentine Autain. Je n'ai rien dit. Mais non. On posera la question de l'incarnation à 12h29, mais je vous propose de rester pendant 1h30 sur le débat, ce qui peut essayer de nous retenir d'une société en commun. Donc nos 2 premiers invités ont l'Europe en commun. Donc à ma gauche, Benoît Biteau, paysan à Royan, paysan en bio, qui n'était donc pas ravi des annonces du gouvernement hier qui décide de suspendre le plan Écophyto. Pas que, et député européen, et tu seras candidat à la réélection avec les élections qui auront lieu le 9 juin prochain. Donc on va pouvoir aborder avec toi les différentes strates. Et puis à ma droite géographiquement bien sûr, en ton sur ton avec le canapé, Chloé Ridel. Tu es multidiplômée Sciences Po ENA, tu es cofondatrice de l'asso Mieux Voter et de l'Institut Rousseau, en référence à Jean-Jacques. Parce que maintenant, avec Xavier Rousseau, mais ça aurait été un peu curieux d'avoir l'Institut de la FNSEA à gauche, mais pourquoi pas. Arnaud Rousseau, voilà, pardon, je m'y perds. Et tu es, voilà, et tu es, depuis avant-hier, 10e sur la liste menée par Raphaël Glucksmann, donc en position éligible. Ça veut dire que si la liste dépasse les 10% le 9 juin, tu iras à Bruxelles, mais comme nous ne sommes pas encore le 9 juin, tu es avec nous. Je vais me tourner d'abord vers toi, Benoît, avec l'accord de Chloé. Toi, cette société des communs, elle t'inspire quoi ? Tu la verrais comment ? On peut peut-être partir de ton activité, puisque tu es paysan. Il semblerait qu'on ait une politique agricole commune. Est-ce que c'est vraiment ça, la société des communs qu'on veut ou pas ? Ou est-ce que dans la directive cadre à Bruxelles, on trouve déjà en fait des embryons de ce que serait une société des communs, mais pas bien exploitée quand on pense à des communs naturels comme l'air ou l'eau ? Ah oui, d'abord, bonjour à tous et merci de votre invitation. Oui, ce lancement est intéressant, surtout quand on parle de l'échelon européen, où effectivement on ne se gêne pas, notamment pour la politique agricole commune, de parler de commun, puisque commune veut dire commun. En vérité, sur la PAC, mais je ne vais pas faire un propos sur la PAC parce que ça va faire un long tunnel, mais en vérité, elle est de moins en moins commune, et donc c'est peut-être ça la supercherie, c'est que derrière l'appellation commun, en vérité, on nous vend des politiques publiques qui n'ont rien à voir avec les communs. Et donc, c'est peut-être de ça qu'il faut qu'on parle. Et ça me permet de rebondir sur les échanges que vous avez eus juste avant, dans la première table ronde, où le sujet, c'était pas tellement de... Enfin, il y avait bien sûr quel est le bon échelon territorial, et ça, on pourra en parler. Et sur la politique agricole commune, je reste convaincu que quand on parle de souveraineté alimentaire, mais aussi de climat, de biodiversité, de santé, puisque la politique agricole commune, c'est tout ça. Hein. C'est pas que le sujet de l'alimentation, c'est pas que le sujet du revenu des agriculteurs, c'est aussi, bien sûr, l'alimentation, mais aussi le climat, la biodiversité et la santé.
Quand je vous entendais parler tout à l'heure, donc il y avait la dimension échelon territorial, et donc sur la PAC, je redis ce que je viens de dire, l'Europe est sûrement la bonne échelle, parce qu'il y a d'autres enjeux que la nourriture et la souveraineté alimentaire. Mais pour d'autres sujets, l'échelon territorial, on parlait d'eau tout à l'heure, moi je veux bien parler d'eau, parce que c'est un de mes communs préférés. La bonne échelle territoriale, c'est indiscutablement la notion de bassin versant. Donc voilà, ça c'est une première étape. Mais quand on parle de politique publique, une fois qu'on a défini le bon échelon territorial, le sujet c'est la gouvernance. C'est qui prend le pouvoir, parce que c'est de ça qu'on parle, c'est qui prend le pouvoir. La politique agricole commune sur le papier, c'est plutôt un bon outil. La dérive, elle est liée à qui on a confié la gouvernance. C'est-à-dire que, allons-y franchement, mais on a voté cette politique agricole commune exactement le 23 novembre 2021. Faisons un rêve, faisons comme Martin Luther King et imaginons que ce jour-là, du 23 novembre 2021, dans l'hémicycle, où il y a 705 eurodéputés, on ait eu une gouvernance qui fasse référence à des logiques progressistes, écologistes, et qu'on soit 350 ce jour-là dans l'hémicycle. Sans faire de science-fiction, j'ai une certitude. C'est que la politique agricole commune telle qu'elle est imaginée aujourd'hui n'aurait rien en commun avec celle qu'on aurait pu voter si on avait été 350 qui se revendiquent du mouvement progressiste et écologiste. Donc la dimension de commun, quelque part, elle est directement liée à la gouvernance, et derrière la gouvernance, bien sûr, les politiques publiques qui sont déclinées. Et donc, c'est de ça qu'il faut qu'on parle, je pense, si on veut parler des communs, c'est à qui on donne la gouvernance des politiques publiques qui peuvent impacter les communs. J'avais un autre point, on a parlé d'eau, on a parlé d'eau, et je vais vous donner un exemple très concret, parce que moi, je vous l'ai dit, un des communs sur lequel je m'implique beaucoup, c'est le sujet de l'eau. Ceux qui me connaissent savent que j'étais pas loin des CRS quand à Sainte-Soline on essayait de protéger cette ressource, ce commun. Je préfère parler de commun. J'attire votre attention, et c'est un point de vigilance, c'est-à-dire que vous avez parlé des structurations d'entreprises, des structurations qui font référence à ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, les structures coopératives. Très bien. Mais y compris dans ces logiques-là, on peut se fourvoyer. C'est-à-dire que j'attire votre attention sur le fait que les porteurs de 16 méga-bassines sur le territoire du Marais Poitevin sont structurés en sociétés coopératives. Et donc, attention au projet qu'il y a derrière cette structuration. C'est-à-dire que même derrière des belles structurations, référence à l'économie sociale et solidaire, on peut avoir des projets absolument désastreux. Parce que derrière la société coopérative de l'eau qui va porter la propriété des 16 méga-bassines, une fois que l'eau aura été pompée dans les nappes phréatiques, dans les nappes souterraines, parce que c'est ça l'eau des méga-bassines, c'est de l'eau pompée dans de la ressource souterraine, naturelle aussi bien sûr. Une fois que cette eau atterrit dans un équipement privé, quand bien même la structure porteuse est une société coopérative qui fait référence à l'économie sociale et solidaire, ce commun devient un bien privé qui appartient aux propriétaires de l'équipement. Donc c'est juste un point de vigilance. Je ne suis pas en train de flinguer l'économie sociale et solidaire, c'est pas mon propos. Je dis juste que méfions-nous de ceux que moi j'aime bien appeler nos ennemis, qui savent récupérer les belles initiatives qu'on peut mettre en place et qui, derrière des appellations vertueuses, peuvent porter des projets extrêmement désastreux. Donc voilà, c'est un point de vigilance supplémentaire. Voilà. Je ne sais pas si pour une première... Alors, pour un premier point, c'est efficace, mais... Effectivement, je voudrais juste qu'on clarifie cette question du statut. Jean-Marc Borrello, le président du groupe SOS et numéro 2 du mouvement Renaissance, aime à dire que le statut ne fait pas la vertu. Et effectivement, quand il y avait eu le scandale des lasagnes à la viande de cheval, on s'était rendu compte que c'était la coopérative Spanghero qui portait ça et qui avait donc servi de
de fauner à des pratiques on ne peut plus détestables. Si on reste sur ton cas des bassins versants et des méga-bassines, est-ce qu'il existerait pour le coup un statut qui pourrait nous protéger? Enfin, quel serait le bouclier pour éviter que des pratiques nocives et attentatoires à la consommation d'eau arrivent? Alors, on va essayer de décliner par niveau territorial. Déjà, moi, je trouve qu'à l'échelon européen, je reprends ma casquette de député européen, à l'échelon européen, construire des directives cadres européennes autour de ressources. Alors, j'ai toujours du mal avec ce mot-là, mais c'est pour qu'on sache bien de quoi je parle. Autour de communs, comme l'air. On a une directive cadre européenne sur l'air. Comme l'eau, on a une directive cadre européenne sur l'eau. On a aussi une directive cadre européenne sur la stratégie en milieu marin, donc tout ce qui concerne le milieu marin. Donc on a globalement des trajectoires, des orientations, des dynamiques, des objectifs qui sont posés dans ces directives cadres européennes et qui, globalement, vont plutôt dans le sens de la préservation de ces communs. C'est-à-dire que ce que j'aime bien dans ces directives cadres européennes, c'est que souvent, dans l'article 1er de ces directives cadres européennes, il est revendiqué le fait que ce sont des communs. L'article 1 de la directive cadre européenne sur l'eau est un commun. Donc c'est posé comme un postulat de départ qui est plutôt intéressant. Et ça nous renvoie tout de suite derrière sur comment est-ce qu'on les décline, qui les décline, qui a la gouvernance derrière pour décliner ces directives cadres. Et si je reste sur l'eau, il faut que je parle bien sûr de ce que ça veut dire dans notre jargon européen, une directive cadre européenne. Quand on parle de directive cadre européenne, ce n'est pas un règlement qui d'autorité s'impose aux États membres. Une directive cadre européenne, c'est un projet politique, une trajectoire, une dynamique qui est validée à l'unanimité, et c'est ça qui est important, à l'unanimité de tous les États membres. Ce qui signifie que chaque État membre va décliner à sa manière, et c'est bien ça la difficulté d'ailleurs, à sa manière les objectifs, la trajectoire à l'échelon de son territoire qui est un État de cette directive cadre. Donc si je reste sur la France, cette directive cadre est déclinée dans une loi qui s'appelle la loi sur l'eau et les milieux aquatiques, qui a donné par exemple naissance à la GEMAPI, qui est la gestion de l'eau, des milieux aquatiques et de la protection des inondations, qui est une compétence. Donc on descend d'un autre échelon qui est une compétence de ce qu'on appelle les EPCI, les établissements publics de coopération intercommunale. Donc on voit bien que la gouvernance européenne, pour donner du sens à une directive cadre européenne, la gouvernance de l'État qui donne naissance à la déclinaison de cette directive dans une loi à l'échelon du territoire national, puis ensuite des déclinaisons plus territoriales, et sur l'eau c'est cohérent, que peuvent être par exemple les EPCI, sont des étapes de gouvernance qui vont plus ou moins pousser le curseur dans un sens ou dans l'autre. Et donc, je reviens sur ce que je disais au départ, c'est que, en vérité, le vrai sujet, c'est qui prend le pouvoir, à qui on donne la gouvernance. Et sur l'eau, il y a un autre échelon qui est intéressant, on a parlé de bassin versant, c'est les agences de l'eau. Les agences de l'eau qui sont au nombre de 7 ou 6, je ne sais plus, à l'échelon 6, oui, ça doit être ça. Donc, ils sont des grands bassins, Loire-Bretagne, Adour-Garonne, Rhône-Alpes-Méditerranée, enfin, il y a plein de déclinaisons. Quand on regarde, encore une fois, sur le papier, ce que sont les agences de l'eau, qui se revendiquent être le Parlement de l'eau, c'est plutôt intéressant, avec un principe fondateur du financement des agences de l'eau, parce qu'il faut parler des politiques publiques, qui est le principe pollueur-payeur. Donc tout ça, moi, quand je lis tout ça, que je regarde ça en théorie, je me retrouve dans tout ça, ça me va très bien. Parlement de l'eau, principe pollueur-payeur, dimension territoriale basée sur les bassins versants, tout va bien. Et puis, on commence à regarder comment c'est gouverné. Moi, j'ai été presque 10 ans administrateur et membre du bureau de l'agence de l'eau à Dour-Garonne, membre du comité de bassin Loire-Bretagne. Et là, on voit bien que où ça commence à dériver et où la notion de commun est complètement dévoyée, c'est la gouvernance. C'est-à-dire que, et moi, on va identifier le coupable, c'est cette logique ultralibérale, d'économie ultralibérale, qui, quand elle prend le pouvoir, dévoie tous les communs. Et donc, à partir de là, on a des politiques publiques qui s'arrogent la possibilité de confisquer des communs. Moi, les mots sont forts, hein, mais
Et l'exemple ultime, c'est cet exemple de méga-bassine où je vais vous donner quelques chiffres pour illustrer ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire qu'on parle d'un commun qui s'appelle l'eau, avec d'ailleurs dans le Code de l'environnement des hiérarchies qui sont posées sur l'usage de l'eau. Priorité 1, l'accès à l'eau potable pour tous en quantité et en qualité suffisante. Priorité 2, le bon état des milieux aquatiques. Et c'est pas le délire d'écologistes avec une grosse moustache, une boucle d'oreille et des cheveux longs attachés dans le dos. C'est juste que les milieux aquatiques, c'est l'endroit éminemment stratégique pour satisfaire d'abord la première priorité qui est l'accès à l'eau potable, parce que c'est par ces milieux aquatiques qu'on peut ralentir, retenir l'eau, lui permettre de s'infiltrer, de recharger donc les nappes souterraines et donc de permettre l'accès à une eau potable en quantité et en qualité suffisante. Donc ces milieux aquatiques sont éminemment stratégiques. Si je m'appesantis un peu là-dessus, c'est que dans le débat agricole qui vient d'avoir lieu, ça vous a peut-être pas échappé que le Premier ministre voulait remettre en cause le statut des zones humides. C'est complètement à contre-courant d'une politique des communs, justement. Parce que les zones humides, c'est justement des zones éminemment stratégiques pour satisfaire ce commun extrêmement stratégique qu'est l'eau. Et la troisième priorité dans le Code de l'environnement, pardon, c'est ce qu'on appelle l'eau économique, c'est-à-dire l'eau qui va servir, puisque le premier usage de l'eau en France, c'est le refroidissement des centrales nucléaires. Donc c'est par exemple l'eau qui va servir à refroidir les centrales nucléaires. Je ne veux pas lancer un débat polémique, mais se poser la question de la stratégie basée sur le nucléaire versus la disponibilité en eau demain pour les refroidir. Mais bon, c'est un débat visiblement qui a échappé à ceux qui relancent le nucléaire à tout crin. Mais le deuxième utilisateur de l'eau, c'est l'agriculture. Et au-delà de l'utilisation, parce qu'il y a une subtilité entre consommation et utilisation, c'est-à-dire que les centrales nucléaires utilisent l'eau pour se refroidir, mais restituent l'eau, certes réchauffée, certes parfois polluée, mais elle est restituée au milieu naturel. Quand un agriculteur prélève de l'eau pour irriguer du maïs, par exemple, au hasard, c'est de l'eau qui est consommée, c'est-à-dire qu'elle ne revient pas au milieu naturel, elle ne participe pas à l'entretien des milieux aquatiques. Et donc, quand on regarde ce code de l'environnement, on voit bien qu'il y a un problème. Parce que quand on regarde qui sont les agriculteurs qui utilisent l'eau, l'agriculture, aujourd'hui, c'est plus que 1,5% de la population. Je me permets de faire parce qu'il y a eu un petit débat là ces derniers jours. 1,5% de la population. Et dans ce 1,5% de la population, seulement 6% des agriculteurs sont des irrigants. Donc ça veut dire que c'est 6% de 1,5%. C'est-à-dire qu'on a une population qui s'appelle les irrigants. Parmi nous, c'est une personne sur 1000, pour faire un résumé simple. Eh bien, cette personne sur 1000, une personne sur 1000, est à l'origine de la consommation chaque année de à peu près 60% de la ressource en eau. 60% de la ressource en eau est consommée par ce pour 1000, ce 1 pour 1000. Et en été, 80% de cette ressource en eau est consommée par ce 1 pour 1000. Donc ça pose un problème du juste partage de ce commun. Et donc on assiste à un accaparement. Et où ça devient complètement délirant, et je vais terminer là-dessus, c'est que ce commun est complètement préempté, confisqué par ce 1 pour 1000 de la population, pour des économies d'ailleurs ultralibérales, parce que le maïs, vous êtes peut-être amateur de maïs, mais le maïs doux, ça représente 0,2% de la population de la production de maïs en France. Hein. Donc c'est pas celui-là qui pose problème à l'égard de l'irrigation. C'est celui qui finit dans l'auge d'herbivores qui ne mangent plus d'herbe. C'est celui qui part sur les gros cargos au port de la Palisse à La Rochelle. C'est celui-là qui pose un problème dans cette économie mondialisée ultralibérale. Mais pour finir avec ça, c'est que moi, ce qui me pose un problème, et ça renvoie encore une fois sur la gouvernance, sur le sujet des agences de l'eau, c'est que ces méga-bassines qui participent à cette confiscation en direction d'une population qui ne représente plus qu'1 pour 1000 des citoyens d'entre nous, financent avec de l'argent public ces méga-bassines. Sur le projet Poitou-Charentes, où on a environ 200 méga-bassines dans les cartons, c'est une enveloppe publique, je parle d'enveloppe publique, de 400 millions d'euros. C'est ce que vient d'annoncer M. Attal pour sauver l'agriculture à l'échelon national. 400 millions d'euros pour faire des méga-bassines qui ne s'adressent qu'à 6% des agriculteurs.
Je vous ai donné quelques chiffres, j'espère que je ne vous ai pas trop inondé de chiffres, mais c'était pour essayer de vous montrer que sur le papier, on a la prise de conscience de l'importance de ces communs. On a, dans les textes juridiques, potentiellement la prise de conscience de l'importance de ces communs et des trajectoires à prendre. Et où ça commence à merder dans l'histoire, eh bien, c'est au moment de la construction de la gouvernance et de à qui on donne le pouvoir. Et donc, c'est là-dessus, à mon avis, sur la base des exemples que j'ai essayé de mettre en avant, qu'on doit travailler. C'est-à-dire que c'est fondamental de bosser sur ces communs parce qu'on aura toujours besoin d'air pour respirer à chaque instant, on aura toujours besoin d'eau pour la boire tous les jours et de préférence de bonne qualité. Mais on aura toujours besoin de la biodiversité qui est un autre commun, on aura toujours besoin d'être en bonne santé qui est un autre commun. Et tout ça, c'est des déclinaisons des politiques publiques et donc la gouvernance est absolument centrale si on veut vraiment construire une société des communs et je vous remercie de m'avoir écouté. Et c'est nous qui te remercions, merci beaucoup Benoît, vous pouvez l'applaudir. Et effectivement, ça va faire écho à ton propos, Chloé, parce qu'on voit bien, effectivement, c'est le bouquin de Boltanski et Capello qui s'appelle Le nouvel esprit du capitalisme, où il montre que le capitalisme subvertit et récupère toute forme de critique à son encontre en le récupérant. Donc là, effectivement, il y a un principe pollueur-payeur, mais évidemment, les pollueurs payent absolument pas le $1,6 milliard que les agences de l'eau payent chaque année pour dépolluer les cours d'eau. Il y a un parlement citoyen, mais c'est pas lui qui décide de l'attribution en eau. Et donc toi, en fait, au fond, ton propos, c'est de me dire que pour qu'on aille vers une société des communs, il faut qu'on change notre rapport à la démocratie. C'est plutôt ça, non? Enfin, qu'on change nos instances. Vas-y. Merci Vincent et merci pour l'invitation et l'accueil. Je suis très contente d'être là ce matin. J'ai essayé de... Moi, je ne suis pas une spécialiste, comme vous avez l'air d'être tous de grands intellectuels qui avaient lu toute la théorie des communs, etc. Moi, j'ai une culture politique, évidemment. Je suis socialiste. Les communs rentrent dans la théorie du socialisme historique. Donc, j'ai une approche peut-être plus globale et moins précise que vous sur un certain nombre de choses. Et je ne sais pas par où commencer. Je pense que déjà, il faut pouvoir dire ce qu'est une société qu'on appelle une société des communs. C'est déjà une société où on pense que l'appât du gain, l'appât du profit n'est pas le meilleur outil de régulation, d'allocation des ressources, d'efficacité. On pense qu'il y a autre chose de plus que ça. Ça, c'est fondamental à dire. C'est une société aussi où on pense que l'ordre, la liberté, la sécurité, pour chaque individu, découle de la société et de la mise en commun. Et ça s'oppose complètement avec les projets des libertariens, dont on voit qu'ils sont très puissants, puisque Javier Milei, notamment en Argentine, je pense à lui, incarne ce mouvement. Mais vous avez aussi Donald Trump, vous avez aussi des gens comme Bolsonaro, beaucoup de mecs d'extrême droite, en gros, qui vous expliquent que la liberté doit être illimitée, que l'État doit être réduit. Ce ne sont même pas des ordolibéraux, eux. Les libertariens, ce sont des gens qui ont une vision mais totalement fausse et opposée à la nôtre de ce qui fonde notre sécurité et notre liberté. Tu l'as dit, j'ai cofondé l'Institut Rousseau, c'est très Jean-Jacques Rousseau de dire ça, mais notre liberté, notre sécurité découle de la société. L'individu est libre parce qu'il est dans la société. Il n'y a pas de liberté sans société et sans mise en commun. Et par ailleurs, c'est à travers cette mise en commun que l'être humain se réalise dans sa nature. Ça, c'est aussi, on peut revenir à Aristote là-dessus. C'est que nous sommes des animaux sociaux, politiques, et que nous sommes puissants quand nous coopérons. Si nous ne coopérons pas, nous sommes des feux de paille dans la nature. On peut partir de là, mais en fait, on peut le décliner jusqu'à la société des communs qu'on veut construire. Notre puissance découle de notre capacité à agir en commun. Et notre capacité à agir en commun n'est jamais acquise, puisque dans plein de parties du monde, on se fait la guerre, on est en conflit, on est en compétition, tout ce que vous voulez. Coopérer est une des choses les plus difficiles du monde. À la fois, c'est dans notre nature, mais en même temps, ça n'est pas facile. Or, tous les défis de notre temps ont besoin que nous coopérions. On peut partir de la plus petite échelle de la commune et aller jusqu'à l'échelle de notre terre et de notre monde chéri.
le défi climatique, on ne le remportera qu'à travers la coopération de tous les peuples. Et moi, je constate avec effroi que la géopolitique, les relations internationales continuent d'être un monde violentissime, où ne règne que la compétition, et une espèce de théorie géopolitique qui nous explique que y a des grands fauves et que voilà, le monde est une jungle où on doit s'entre-dévorer, que tout n'est que rapport de puissance, et la puissance étant comprise comme une sorte de pouvoir qui écrase, qui domine, alors que moi je pense qu'il faut prendre une toute autre définition de la puissance que je vous ai dite, c'est-à-dire puissance conçue comme étant la capacité à agir ensemble. C'est la définition de la puissance donnée par Hannah Arendt, que j'aime beaucoup. Donc, notre monde a plus que jamais besoin de coopération, notamment face aux défis écologiques, et ça n'est pas la direction que l'on prend. On a des sociétés où même ce qui naturellement est commun, comme l'eau, l'air, les forêts, voilà, tu l'as très bien rappelé, les sols, les océans, l'espace, le numérique, l'espace de débat public, les médias, tous ces communs naturels sont cannibalisés par le capitalisme et par des sociétés privées. J'ai sous les yeux là depuis tout à l'heure un papier où il y a marqué « Regagner notre souveraineté technologique par les communs numériques ». La question numérique, elle illustre totalement ce propos, c'est-à-dire que quand on part aux sources du numérique, donc de l'Internet et de tout ce qui en découle comme usage, des logiciels, des réseaux sociaux, tout ça part effectivement de la Silicon Valley, mais je vous invite à lire un livre qui s'appelle « The Valley » par Fabien Benoît, qui est formidable, qui raconte toute l'histoire de cette Silicon Valley et qui décrit en fait qu'à la base, dans la Silicon Valley, il y avait des gens comme nous ici, quoi. Des gens qui pensaient le numérique comme un commun, avec une idéologie très démocratique, libertaire, où on allait pouvoir mettre tout un monde de connaissances en commun, et que sont venus là-dessus se greffer des gens, des entreprises qui à l'époque étaient encore dans des garages, Apple, Microsoft, un mec comme Steve Jobs, qui lui a cherché à monétiser et à faire du profit sur des choses qui avant étaient gratuites et mises en commun. D'abord avec des logiciels, puis ensuite des ordinateurs, puis ensuite des... comment ça s'appelle c'est un logiciel, ça s'appelle quand on ouvre un ordinateur. Windows 95, ça s'appelle comment? C'est une licence? Ouais, ou un processeur, enfin bon, un voilà, système d'application. Système d'exploitation, voilà, c'est ça. Au début, ils vendaient... Voilà, c'est un synonyme de capitalisme, système d'exploitation. Et en fait, pourquoi... Système d'exploitation, c'est vrai que c'est... pourquoi Steve Jobs a pu faire ça? Il le raconte très bien dans son livre de Valley, Fabien Benoît. Le gars arrive, il est... voilà, c'est une sorte de capitaliste brillant... et il arrive dans cette vallée et il dit en fait, moi je vais te demander de l'argent, je vais protéger ma licence, je vais pas en faire une licence libre accessible à tous. Et il a pu faire ça parce qu'il n'y avait aucune règle qui l'en empêchait. Tout simplement. Et donc, en l'absence de règles et de régulations, les pires capitalistes peuvent prospérer et aboutir à ce qu'aujourd'hui, vous ayez les GAFAM, des sociétés qui sont aussi puissantes que beaucoup d'États à travers le monde, qui ont des budgets de recherche et développement colossaux, qu'ils investissent dans des choses dont nous n'avons pas besoin, genre des logiciels pour lire dans nos pensées ou le métaverse ou tout ce genre de conneries. Et on arrive à une situation incontrôlable où on a des réseaux sociaux qui sont nos espaces publics aujourd'hui, qui se déroule du débat public là-dessus, qui sont gérés par des sociétés privées. Nous n'avons pas la main. Nous essayons au niveau européen de peser avec des règlements comme le DSA, etc., où on essaie de dire qu'il est interdit d'être raciste, homophobe, sexiste sur les réseaux sociaux, de désinformer. Nous n'arrivons manifestement pas à faire appliquer ces règles pour l'instant. Donc, voilà le résultat. Et la solution à ça, c'est évidemment le démantèlement de ces sociétés. C'est évidemment le démantèlement des GAFA. Mais nous n'avons pas la main là-dessus. Donc ce que nous pouvons faire, c'est simplement nous protéger
et essayer de réparer ces 40 ans de dérives et d'erreurs. Donc voilà, sur le numérique, ça illustre bien à quel point notre société est cannibalisée où les communs sont cannibalisés par les capitalistes et les sociétés privées. Je voudrais dire aussi que il existe heureusement déjà une petite société des communs qui va à contre-courant du modèle dominant, puisque bien sûr dans notre pays il y a des coopératives, il y a une économie sociale et solidaire, il y a des associations, c'est 1,7 million de salariés dans notre pays, 20 millions de bénévoles, un tiers presque de la société française. Ça montre à quel point nous sommes avides de liens et que nous avons envie de participer à la société, non pas simplement qu'à travers la consommation de biens matériels ou culturels d'ailleurs, mais aussi par l'action concrète et la participation à ce qui fait notre vie, notre cadre de vie. Donc, il faut qu'on essaye de renforcer tout ça, que ce soit les banques coopératives, les mutuelles de santé, les usages partagés de voitures, de transports, d'électroménager. Moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup et auquel je crois beaucoup, c'est le développement de l'habitat partagé. On en parlait tout à l'heure. J'ai testé quelques semaines de vie dans ce qu'on appelle un habitat partagé, alors en anglais co-living. Donc c'est un espèce d'endroit où il y a d'autres gens et vous vivez avec d'autres gens que vous ne connaissez pas. Mais ça, j'y crois énormément parce que en fait, c'est formidable. Ça permet de faire des économies d'échelle sur les voitures. C'est-à-dire qu'on partageait un véhicule électrique. On était vraiment dans la campagne isolée. Hein. Bon, on n'a pas besoin de plus. On partageait 2 vélos électriques, un véhicule électrique. On partageait l'électroménager, le lave-vaisselle, la machine à laver. On a des espaces de vie communs, des salons, etc. Et c'est Jean Covici qui disait, je crois, pour arriver à ne pas totalement artificialiser tous les sols, il faut qu'on ait 45 mètres carrés par personne, un truc comme ça. Il avait sorti un chiffre où il disait, voilà, il faut pas... en moyenne, il faudrait que chacun habite dans 45 mètres carrés pour qu'on arrive à tenir nos objectifs. Et le développement de l'habitat partagé permet tout à fait ça. C'est-à-dire que vous n'avez pas du tout l'impression de manquer de place. Vous êtes beaucoup plus efficace et vous consommez moins de biens. C'est beaucoup plus économe. Et en même temps, ça s'inscrit dans une évolution sociologique aussi de la société. C'est-à-dire que le modèle, notamment du couple avec enfants, décroît. Que nous avons de plus en plus de sociologues qui nous parlent de l'amitié, de l'importance de l'amitié, qui a été sous-évaluée par rapport à celle de l'amour et du couple, que de plus en plus des gens aspirent à vivre non plus en couple, mais dans un collectif d'amis, et pourquoi pas aussi en couple, mais en même temps avec d'autres amis. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je crois que c'est Geoffroy Laganerie qui a écrit aussi ce bouquin de l'amitié, qui est assez... provocateur comme bouquin, mais qui en même temps donne à penser. Je pense qu'on, nous aussi, notre jeunesse, notre génération, on réinvente un certain nombre de choses par rapport au couple, et donc le bon vieux modèle des années 50, 60, où voilà, on a là un pavillon, un couple, la vie et 2 enfants. Bah, tout ça évolue et devient aussi plus compatible avec un modèle d'habitat partagé, je trouve. J'y vois une critique, parce que j'ai moi-même 2 enfants. Avant d'ouvrir il en a 5, ouais, ça va. Et moi, 0, je ne participe pas du tout. Le mec qui a réarmé démographiquement le pays, c'est lui. Non, juste pour ouvrir la question avec la salle, on voit bien que là, il y a le côté d'inciter à une société des communs, mais puisque tu citais Aristote tout à l'heure, c'est l'auteur du primum non nocere, donc d'abord ne pas nuire. Et donc, pour qu'on advienne vers une société des communs, il faut d'abord interdire tout ce qui menace les communs. Airbnb pour le logement, puisque tu parles de co-living, les méga-bassines, etc. Et là-dessus, je sais qu'il y aurait une petite dissension entre vous. C'est que toi, Benoît, tu penses que pour faire advenir le commun plus rapidement, la priorité, c'est de préserver et donc de réhabiliter le principe de précaution. Là où toi, tu vois dans le principe de précaution une possible dérive vers la technocratie éclairée. Voilà, donc, allez-y chacun.
Vas-y. Parce que tu m'avais posé la question sur la démocratie, ça me rappelle que je voulais compléter ce que disait Benoît tout à l'heure. Quand il prenait l'exemple des méga-bassines et du fait que c'était soutenu et géré par des coopératives. Mais en fait, c'est pas le statut coopératif qui compte, je suis complètement d'accord, c'est la gouvernance. Donc, en fait, si tu n'as que des agriculteurs dans la coopérative, c'est pas ça les communs. Il faut que tu aies des habitants, il faut que tu aies des associations, il faut que tu aies des élus. C'est ça, les communs. C'est-à-dire que une coopérative n'est pas forcément conforme à la théorie des communs. Tout dépend de sa gouvernance. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est ce que tu disais sur la démocratie, ce qui permet de mieux définir ce qu'on décrit comme une structure communaliste, c'est sa gouvernance. Voilà. Ça n'est ni sa propriété, c'est la façon dont elle est gérée. Et le critère, c'est il faut associer toutes les parties prenantes qui utilisent. Donc là, vous pouvez tous tweeter, il y a un début d'accord à gauche sur la gouvernance. On peut y aller, Vas-y, je t'en prie. Oui, tu voulais nous lancer sur le principe de précaution. Oui, c'est quelque chose auquel moi je suis très attaché parce que c'est présent dans comment dire, la fondation d'une institution comme l'Europe ou de notre démocratie. Je trouve ça très très important. Je vais vous prendre un exemple pour illustrer pourquoi je trouve que c'est très important quand on parle de la préservation des communs. Je vais rester dans l'actualité et toujours sur un sujet qui est certes agricole, mais qui nous concerne tous. C'est par exemple la réautorisation pour 10 années encore du glyphosate. On se base sur des études, paraît-il, scientifiques proposées par les agences sanitaires européennes. Donc je dis les parce qu'il y a l'agence sanitaire européenne et la complicité de 5 agences européennes nationales pour participer à la réautorisation du glyphosate pour 10 ans. Le principe de précaution, c'est à ce moment-là que moi je le convoque, c'est-à-dire qu'au-delà de ce que nous proposent les agences sanitaires, on a des études scientifiques indépendantes qui ne sont pas celles de Bayer, propriétaire du glyphosate, qui montrent que le glyphosate est cancérogène et aussi probable, effectivement, et aussi perturbateur endocrinien, c'est l'INSERM qui le dit, et pourrait avoir également des propriétés reprotoxiques, pour faire le lien avec le réarmement démographique, et mutagènes. Donc il coche quand même un paquet de cases. Et le motif qui a été convoqué pour réautoriser le glyphosate, c'est on n'a pas d'alternative au glyphosate. Et c'est là où le principe de précaution doit intervenir, c'est-à-dire que d'une part, on a des alternatives au glyphosate, on a une alternative au glyphosate qui remonte à très longtemps, bien avant que le glyphosate existe en agriculture, c'est une science qui s'appelle l'agronomie. L'alternative au glyphosate, c'est l'agronomie. Donc, quand on a suffisamment d'éléments de retour d'expérience, de données compilées qui montrent que des agriculteurs réussissent à se passer du glyphosate, et avec des résultats parfaitement intéressants, c'est pour moi un premier principe de précaution. Et le deuxième principe de précaution, c'est en lien direct avec les communs. C'est-à-dire que quand on utilise les communs, le glyphosate, on impacte des communs centraux, fondamentaux, extrêmement stratégiques pour la société humaine qui essaie de survivre à la surface de la planète. C'est l'effondrement de la biodiversité, parce qu'il n'est pas contestable que le glyphosate participe à l'effondrement de la biodiversité. Donc c'est un biais énorme que de n'évaluer la dangerosité du glyphosate que sur l'entrée santé. Le glyphosate participe, parce que les pratiques agricoles qui vont avec, à l'accélération du dérèglement climatique. Bien sûr, c'est la dernière entrée, même si ça ne doit pas être la seule, la dégradation de la santé. Moi, je viens d'une région près de la plaine d'Aunis, près de La Rochelle, où on a un cluster de cancer pédiatrique. Moi, je veux bien qu'on dise qu'il n'y a pas de problème à réautoriser le glyphosate. Moi, je veux bien qu'on fasse une pause sur la démarche éco-phyto. Mais j'aimerais bien que M. Attal, en faisant un peu de politique, aille expliquer ça aux parents de la plaine d'Aunis
qui voient leurs enfants, tous les uns après les autres, contracter des cancers pédiatriques. Je voudrais qu'il aille leur faire l'explication que c'est un problème, éco-phyto et la réduction des pesticides, que c'est un problème, l'interdiction du glyphosate, et on va voir si ça va bien se passer. Et donc, c'est ça le sujet autour du principe de précaution, c'est-à-dire que quand, d'un côté, on a identifié des alternatives parfaitement opérantes pour remplacer un truc qui n'est pas très bon pour nous tous, y compris pour la planète. Et qu'en plus, on a identifié l'originalité, en tout cas l'indiscutable dangerosité sur un certain nombre de paramètres, et j'ai cité climat, biodiversité, santé, eh bien là, moi, je ne vois pas comment on peut faire autrement que de convoquer le principe de précaution, puisque ça existe, que nos constitutions le prévoient. Donc il faut, à mon avis, convoquer ce principe de précaution. Et je vous donne une info, on a déposé un recours, quelques activistes, je ne sais pas on peut comment les appeler comme ça, dont je fais partie. On a déposé un recours en annulation le 24 janvier dernier auprès de la Cour de justice européenne pour justement, avec Génération Future, avec la coalition Secret Toxique, voilà, il y a en vérité un chapelet d'associations dans ce collectif. Mais le principe, c'est de dire, nous déposons un recours en annulation pour l'autorisation de ce glyphosate. Et bien sûr que le principe de précaution est le principe central pour justifier notre démarche. Chloé, sur ce point, puis on a une nouvelle de Daniel Obono ou... D'accord. Moi, je suis complètement d'accord sur l'importance du principe de précaution. C'est précisément parce que nous ne l'avons jamais appliqué qu'on est passé d'une société du risque, dont parlait Ulrich Beck, à, je crois, une société de l'incertitude. C'est-à-dire qu'on n'est même plus capable d'estimer, d'évaluer quels sont les risques que nous faisons peser sur la nature, sur les sociétés, du fait de nos activités. Les pesticides sont partout, les plastiques, on ne sait les risques liés au nucléaire, j'en sais rien, mais en fait, tout ce qui résulte de ce qu'on a construit, aujourd'hui, fait peser des risques sur notre santé, sur notre pérennité en tant qu'espèce, que nous ne savons même pas évaluer. Et que donc, nous ne pourrons même plus assurer. Donc, le principe de précaution, il est fondamental. Pour autant, on ne peut pas dire qu'il soit démocratique. Donc, il faut accepter, en théorie, de dire... Ah bah, c'est vrai, parce que si tu dis, si tu crois en la démocratie pure et parfaite, eh bah, tu acceptes qu'il y ait des gens qui disent fuck it, moi je veux faire ça, je veux utiliser des pesticides, tu vois ce que je veux dire. Pour prendre un exemple très simple, la Convention citoyenne pour le climat, qui était pour le coup une émanation, enfin une expérience démocratique intéressante, avait dit, au nom de ce que nous ont dit les scientifiques, clairement, la 5G, il ne faut pas la mettre en place. Ça n'a aucun intérêt, ça va consommer une énergie délirante, il y a des problèmes d'ondes qu'on ne sait pas maîtriser, donc on ne sait pas, donc on ne fait pas. Et je veux bien que le principe de précaution ne soit pas nécessairement démocratique, mais il y a été répondu par une version encore moins démocratique qui a été oui, mais bon, en attendant, j'ai demandé à Patrick Drahi et Orange, ils ont l'air de dire que c'est très bien, donc on va quand même le faire. J'allais terminer mon propos. Je pense que tout en étant, on ne peut jamais être sûr de ce que la démocratie va décider, d'accord ? Pour autant, il me semble que c'est le meilleur des systèmes dont nous disposons, puisque si nous regardons les autres systèmes, l'autocratie, le pouvoir dans les mains d'un seul homme, le prince, ou la technocratie, peut-être plusieurs personnes éclairées, mais qui décident en chambre. On va dire entre ces trois alternatives, l'autocratie, la technocratie me semble trop risquée parce que potentiellement poreuse, a des intérêts et des lobbies qu'on ne va pas maîtriser. Et donc, on a intérêt à la démocratie, même si on n'est pas 100% garanti des décisions qu'elle va prendre et que ces décisions seront in fine bonne. Mais moi, évidemment, que je crois en la démocratie. Je pense que tout est lié. Tu l'as dit, j'ai fondé une association qui s'appelle Mieux Voter, qui précisément travaillait sur la promotion de modes de scrutin plus démocratiques qui favorisent le consensus et la gouvernance de tout ce qu'on peut appeler des structures communes. Donc moi, je crois que tout est imbriqué, que si on n'arrive pas à faire la bifurcation écologique, c'est avant tout un problème de démocratie.
c'est parce que les décisions sont capturées par des intérêts privés, que l'écrasante majorité de la population mondiale a intérêt à cette bifurcation écologique, et que si on n'arrive pas, c'est pas parce qu'on manque de connaissances scientifiques, on les a, c'est pas parce qu'on manque de compétences techniques, on sait faire l'industrie circulaire, on sait faire l'agriculture bio, c'est pas parce qu'on manque d'argent, on sait faire pleuvoir les milliards quand il le faut. C'est juste un problème de capacité à prendre les bonnes décisions et à faire qu'elles ne soient plus capturées par une minorité d'intérêts puissants. Donc la solution, elle est bien dans la démocratie, et il faut parier dessus, mais en même temps, il faut accepter qu'il y a toujours une part d'incertitude. En un mot, et puis si vous avez des questions, levez la main ou faire passer un micro. Juste, j'avais pour renforcer ce que tu viens de dire, parce que c'est effectivement la démocratie qui est le socle de départ pour essayer d'obtenir tout ça. Et je reviens sur mon principe de précaution. Si aujourd'hui on peut espérer, par le biais de la convocation du principe de précaution, peut-être annuler le glyphosate, c'est parce que la démocratie, aussi imparfaite soit-elle, avec une gouvernance qui peut parfois nous déplaire, souvent nous déplaire d'ailleurs, tourner vers des logiques, je l'ai dit tout à l'heure, ultralibérales, c'est parce que quand même on a une démocratie qu'on peut s'appuyer sur des instances, des structures comme la Cour de justice européenne. C'est-à-dire que ça, c'est parce qu'on est en démocratie qu'on a cet outil-là qui, à un moment donné, tranche de façon la plus neutre possible. En tout cas, c'est ce qu'on espère de ce genre d'instance. Et c'est bien la démocratie qui autorise la possibilité de pouvoir s'appuyer sur ce genre d'institution. Et donc, je vous invite à regarder ce qui se passe dans les régimes autocratiques. Ces outils-là, que sont des cours de justice, sont nettement moins indépendants et nettement moins disponibles pour faire avancer l'intérêt commun et donc forcément les communs. Donc voilà, c'était juste pour finir avec finir avec cette procédure qu'on a engagée pour tenter pour rester sur l'exemple du glyphosate. On en prend quelques-unes. Allez. Oui. Bonjour. Merci déjà et bravo pour votre engagement politique. Et je trouve ça très chouette que vos deux discours finissent sur la démocratie. Peut-être juste pour présenter de quel point de vue je parle, je suis cofondateur d'une SIC qui travaille, qui met en place un incubateur de communs en région parisienne, et je suis membre actif du collectif national pour une sécurité sociale de l'alimentation. Et justement, la question, elle était là. Vous avez beaucoup parlé de gouvernance, de démocratie. Je suis pas sûr qu'on mette tous la même chose derrière ces éléments-là. Et je pense notamment aussi à des positionnements comme celui d'Étienne Chouard qui dit « voter pour élire, c'est perdre la souveraineté ». Et du coup, j'aimerais bien... et puis en parallèle de ça aussi, j'ai cru tout à l'heure que vous alliez dire, quand vous disiez qu'on a un début de société des communs, parler de la Sécu et pas de l'ESS. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous savez, la Sécu, c'est un quart du budget, un quart du PIB. Et donc, c'est notre système à l'échelle le plus puissant en termes de démocratie, qui a été totalement dévoyé, mais si on regarde jusqu'à 1967, c'était presque une démocratie assez intéressante. La question, du coup, c'est quelle est votre définition opérationnelle de la démocratie ? Vous avez 2 heures. Alors, en général, on prend un paquet de questions, mais eu égard au caractère un peu universel de celle-là, on peut... Non, allez-y. On l'a noté, comme ça, vous avez le temps de réfléchir à... Pour moi, ça va être, je pense, un peu plus rapide. J'aimerais bien un petit peu plus de développement. Comment vous passez du principe de précaution qui ne serait pas démocratique ? Je pense que j'ai un petit peu de mal à vous suivre. Par ailleurs, peut-être que, en dehors du principe de précaution, quand on a des pollueurs et qu'on sait que les industries de la chimie mettent sur le marché des molécules qui sont mauvaises pour la santé, pour les écosystèmes, en fait, le problème, c'est que c'est plutôt à eux de démontrer que ça n'est pas mauvais. Le problème aujourd'hui, c'est que malgré toutes les lois européennes, etc., la France ne met pas forcément en place tous les outils que l'UE pourrait proposer, et que derrière, in fine, c'est bien les habitants qui paient, les pouvoirs locaux qui paient,
non les industriels. On a un vrai souci ici. Pour moi, il est là le problème démocratique. Oui, Anne-Sophie Olmos, je suis élue au commun à Grenoble. Bonjour, Angie Gaudion, je travaille chez Framasoft. Mais ma question n'a rien à voir avec ce que je fais dans mon métier, mais bon, voilà, ça me permet de me positionner. Moi, ça va être beaucoup plus pragmatique. C'est du coup, vous faites partie de partis politiques. Et quelle est la place des communs dans vos programmes à venir ? Est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Est-ce que c'est préparé ? Est-ce que c'est partagé ? Enfin, est-ce que vos visions individuelles que vous nous avez présentées là sont partagées par l'ensemble du coup de vos camarades de lutte ? On peut, camarades, on peut déjà répondre à ces 3 questions. Je ne sais pas, peut-être on peut commencer par la seconde sur le principe pollueur-payeur versus le principe de précaution, en fait. Alors, c'est un peu compliqué pour répondre. C'est pas aussi simple que ça, mais effectivement, aujourd'hui, ceux qui diffusent des molécules dangereuses sont des gens qui sont dans des logiques purement économiques et qui, au motif de l'économie, peuvent piétiner les communs comme notre santé, la biodiversité, le climat, j'en passe, et les ressources vitales comme l'air, l'eau. Donc c'est là où, effectivement, à nouveau, on est obligé de convoquer la gouvernance, c'est-à-dire que on a des agences sanitaires normalement indépendantes qui devraient faire le job d'évaluer si oui ou non on autorise la mise en marché de ces molécules. Et c'est là où on a une première faille, parce que la gouvernance n'est pas bonne, parce qu'on ne donne pas les moyens aussi à ces agences sanitaires. Je vous raconte une anecdote qui est quand même croustillante, c'est qu'au moment où il y a eu le débat sur oui ou non la réautorisation du glyphosate pour 10 ans, moi j'ai demandé, je fais partie des députés européens qui demandaient une évaluation sur le long terme, puisque y compris Bayer, propriétaire de la molécule glyphosate, dans le rendu de ces évaluations, nous dit qu'une exposition à long terme de mammifères provoque des cancers. Et donc ma question est très simple à l'Agence sanitaire européenne. Je leur demande s'ils ont intégré que les êtres humains étaient des mammifères, et je leur ai demandé s'ils avaient intégré que quand on mettait au monde un enfant, potentiellement il était amené à vivre plusieurs dizaines d'années, et que donc il était précisément confronté à une exposition dans la durée, et donc potentiellement confronté à l'émergence de cancer. Et là, mais c'est cynique, hein. L'agence sanitaire me dit, mais monsieur Biteau, donc il me convoque sur mon appartenance à un mouvement écologiste, il dit, vous vous rendez compte qu'une évaluation à long terme de la toxicité et de la dangerosité du glyphosate va nécessiter de sacrifier beaucoup d'animaux de laboratoire, parce que le logiciel des écologistes, c'est d'éviter d'utiliser beaucoup d'animaux de laboratoire. Et donc, moi, quand je raisonne en creux, j'entends que ça lui pose un problème d'utiliser les animaux de laboratoire, et ça renvoie complètement à ce que vous disiez, madame, c'est que finalement, les animaux de laboratoire, c'est nous, la population, qui allons être confrontés dans la durée, donc mammifères, à ce glyphosate qui est, y compris par Bayer, reconnu comme potentiellement cancérogène dans le cadre d'une exposition dans la durée. Bayer dit même que la problématique de l'exposition au glyphosate n'est pas la dose d'exposition qui provoque des réactions immédiates, hein, ça c'est pas contestable, mais la difficulté avec le glyphosate, c'est l'exposition quelle que soit la dose. Donc vous vous rendez compte, et les agences sanitaires, avec un cynisme incroyable, me font ce genre de réponse. Et c'est là où je reviens sur la Cour de justice européenne, sur les connaissances dont on dispose par les évaluations scientifiques indépendantes qui nous permettent de convoquer le principe de précaution, quand bien même les agences sanitaires n'ont pas fait le boulot. C'est-à-dire que là, notre angle d'attaque, c'est de montrer que les agences sanitaires n'ont pas fait leur travail pour protéger la population. Or, une agence sanitaire comme l'EFSA à l'échelon européen, son rôle, c'est précisément de protéger la population européenne. Donc voilà, donc bien sûr que c'est pas parfait, bien sûr que tout ça n'est pas aussi simple, mais j'insiste sur le fait que quand même, parce qu'on est en démocratie, on peut saisir la Cour de justice européenne, parce que la démocratie permet l'utilisation de ces outils-là. Et c'est quand même
à mon avis, quelque chose qui est déterminant et précieux. Voilà, précieux. On va prendre les deux autres réponses parce qu'on me glisse dans l'oreillette que Daniel Obono ne saurait tarder. Est-ce que les communs occupent de la place dans vos programmes respectifs de façon très honnête et transparente ? Oui, bien sûr, moi je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire que déjà, la théorie des communs se confond avec celle du socialisme historique. Le principe qu'on pense qu'il faut que nous gagnions et que l'intérêt général gagne à ce que nous socialisions le maximum de choses possibles. Et donc le Parti socialiste porte historiquement et dans son programme actuel des propositions pour démocratiser la gouvernance des entreprises, pour encadrer les écarts de salaire en entreprise, pour accroître la participation des salariés au conseil d'administration. Je ne sais pas pourquoi ça fait rire. C'est parce qu'ils se souviennent de mon adversaire, c'est la finance, donc qui est la dernière fois où on a eu un grand président socialiste. Donc, mais il est plus adhérent au Parti socialiste. Non, il est. Voilà, ok. De qui vous parlez? Non. On a aussi, par exemple, quelqu'un comme Jérôme Sadier, qui est secrétaire national du Parti socialiste, membre de la direction nationale, et qui est président du Crédit Coopératif, président de SS France, et qui porte beaucoup ces sujets au sein du parti. On a aussi des propositions, par exemple, pour créer un congé militant bénévole. Quand vous êtes militant dans une association, vous pouvez bénéficier de congés payés pour ces activités. Donc c'est ce type de proposition-là qui peut, parce qu'en réalité, il y a, comment dire, c'est un projet de société, la société des communs. Donc ça passe par énormément de leviers différents. Il y a aussi le levier qui consiste à soutenir des initiatives comme Territoire zéro chômeur de longue durée. Exemple typique d'un commun et d'une structure qui n'est ni publique ni privée, qui sont les entreprises. Bonjour Daniel. Qui sont les entreprises à but d'emploi, qui sont gouvernées par à la fois les salariés eux-mêmes, à la fois les élus, à la fois des associations, et qui créent une activité ex nihilo à partir des besoins, donc une sorte d'aventure complètement émancipatrice. Et vous écoutez les amis de Territoire zéro chômeur de longue durée, ils sont absolument opposés à ce qu'on étatise leur expérimentation. Ils veulent en garder le contrôle et ils veulent que leur structure reste associative. Mais en un mot, ce qui est rigolo, c'est que Territoire zéro chômeur est vraiment une structure qui a été lancée par un socialiste, en l'occurrence Laurent Grand-Guillaume, c'est lui qui avait travaillé sur la préfiguration. C'est objectivement l'intégralité de l'ADN d'un commun, mais enfin, je pense que ça revenait sur la question du fond de la salle, c'est que dans la langue, jamais on entend le PS défendre juste le mot de commun et le mettre en avant, en fait. Ben si. Et vous entendez, enfin je sais pas, vous entendez les autres? Non, mais je restais avec le PS. Quand on se regarde, je vais demander. Non, mais je vais demander. Alors Benoît, voilà justement les autres, les écolos. Moi, je vais faire une réponse plus simple, c'est que il y a peut-être des différences et des disparités entre nos deux formations politiques, mais c'est pas sur le sujet des communs. Voilà, ça répond en creux sur ce sujet-là, mais alors nous, le mot commun, il apparaît dans nos programmes depuis un petit moment parce que c'est un sujet quand même qui traverse ce mouvement politique depuis longtemps, justement parce que il est attaché à des communs vitaux, hein, comme l'air, l'eau et tout ça, et donc on a montré notre attachement à ces communs-là, et donc on utilise. Et moi, depuis que je milite dans cette formation politique, j'ai même demandé à ce qu'on enlève le mot bien devant commun, qui est souvent utilisé, bien commun. Je trouve qu'il y a un antagonisme à mettre bien devant commun. Donc voilà, mais par expérience, pour siéger avec quand même quelques socialistes à l'échelon européen, il y a parfois des sujets où on n'est pas d'accord. Mais c'est jamais sur le sujet du débat de ce soir que sont les communs. Donc, je suis à l'aise avec ça. On est le matin. Voilà. C'est pas le débat de ce soir.
Là, c'est à cause de la lumière, vous voyez quand même. Peut-être Vincent, pour faire la transition, on avait fait ce petit exercice de regarder dans les programmes de 2022 l'utilisation du terme commun, et du coup ça fera peut-être la transition avec Daniel. pour introduire Daniel. Effectivement, on avait fait le calcul du nombre de fois où le terme commun revenait, et donc c'est vrai que pour le Parti des Verts, ça revenait souvent sur les questions des communs naturels plus tôt, donc tu l'as dit, l'eau, l'air, etc. Le Parti socialiste et le Parti communiste un peu moins. Et le parti de la France Insoumise était celui qui utilisait le plus le terme, en tout cas commun, dans les différentes parties de son programme, à la fois économique, pédagogique. Y compris l'avenir. Ah oui, c'est ça, exactement. C'est quand même le nom de votre programme qui est un best-seller de librairie, L'avenir en commun. Est-ce que, pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore lu, j'oublie pas votre question sur la définition opérationnelle de la démocratie. Personne n'esquive cette question très directement issue des travaux de Bernard Friot. Je vous ai vu avec la CQI 67, mais on y vient juste après. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous, effectivement, la place que prend les communs dans la matrice intellectuelle de la France Insoumise ? Déjà, bonjour, et toutes mes excuses pour l'arrivée tardive. Je suis très heureuse d'être parmi vous et de participer à cette discussion que je prends un peu à la volée. Donc, vous m'excuserez, je pense que je vais répéter des choses qui ont été dites parce que je suis d'accord sur le fait qu'on partage historiquement, intellectuellement, beaucoup de choses autour de cette thématique. La France Insoumise, effectivement, a comme fondement de ce mouvement, et c'est vraiment le socle, un programme qui s'appelle l'Avenir en commun. Donc, c'est vrai que ça dit et ça situe notre vision et stratégie pour qui, en fait, la question du commun traduit à la fois l'intégration de plusieurs sensibilités, parce que dans commun, en fait, il y a plusieurs références. En tout cas, pour moi, la manière dont je l'appréhende, le commun, c'est le collectif. Et donc, ça fait référence aux traditions, je pense, de la gauche, en tout cas, telles que moi, je m'en revendique, l'idée de l'organisation collective, l'idée de lutte collective pour le bien commun, au service de l'intérêt général et le bien commun, qui est, pour moi, pas une manière de faire disparaître l'individuel, mais justement parce que je crois beaucoup à cette phrase, l'idée que l'émancipation collective n'est possible que par l'émancipation de chacun, et donc cette articulation entre l'individu et le collectif, et autrement dit, on ne peut pas être heureux dans un océan de malheur, et donc la nécessité absolue, si on veut soi-même s'émanciper, que ce soit une entreprise collective. Donc dans le commun, il y a cela, les luttes qu'on partage et qu'on doit mener ensemble si on veut y arriver, parce que notre nombre, c'est notre force, et qu'objectivement, une majorité a en commun des aspirations simples, basiques, mais qu'on ne peut atteindre que si on se bat ensemble. Donc pour moi, il y a cette dimension-là dans l'idée de commun. L'idée de lutte, l'idée de collectif, et puis de commun, il y a aussi ce qui nous est précieux, et c'est là où on aborde l'idée de bien commun au sens, non pas, enfin justement, pas au sens d'une propriété de type dans la philosophie un peu d'accaparement capitaliste, mais justement le contraire de ça, c'est-à-dire que la nécessité pour notre survie, tout simplement, de préserver ce qui rend possible la vie humaine, l'écosystème, et donc toute la série des biens communs, l'eau, l'air, de les protéger justement de l'accaparement et de la prédation. Et aussi, l'idée du commun, c'est l'idée qu'on doit faire face ensemble, justement, à ce défi du dérèglement climatique. Et il n'y a qu'ensemble qu'on est en capacité de le faire, pour avoir une société qui pense et développe les outils de l'adaptation et qui est suffisamment solidaire pour pouvoir faire face à ce qu'on va devoir affronter en termes de dérèglement. Donc c'est à la fois une référence historique, philosophique, et aussi une perspective
de construction et une vision de la société. Et en même temps, donc c'est pas juste le passé et l'avenir, c'est aussi le présent. Et pour moi, le commun, en tout cas les expériences de production du commun, tu as évoqué plusieurs exemples que je partage, mais il y a dans ce sur quoi moi j'ai en particulier travaillé, la question des services publics notamment. Pour moi, c'est une des formes justement de socialisation et de mise en commun des ressources pour pouvoir répondre aux besoins fondamentaux du plus grand nombre. Et je crois que c'est une des expressions justement de ce patrimoine commun, pour le coup, comme on les caractérise souvent, et qui est aujourd'hui l'armature à partir de laquelle d'abord qu'on doit défendre, parce que c'est remis gravement en cause, et à partir de laquelle on peut aussi inventer des formes. Je suis d'accord avec le fait qu'il y a aussi deux formes, parce qu'on va dire les services publics, il y a une forte dimension de l'État, des collectivités, donc de la forme un peu étatique, et l'idée qu'il doit y avoir justement des formes d'auto-organisation qui permettent la libre créativité, et voilà, l'idée que il doit y avoir des espaces de liberté, d'auto-organisation et des formes où les citoyens inventent en fait sans obligatoirement la présence de l'État. Mais je crois que l'enjeu, c'est d'articuler justement ces formes d'auto-organisation avec les structures d'une société qui est en capacité et qui a les moyens aujourd'hui de répondre à tous les besoins fondamentaux de la population. Et l'expression de ça, on va dire, l'expression matérielle, concrète, pour moi, c'est notamment les services publics. Et c'est autour de ça que moi, j'ai en particulier travaillé avec des propositions de loi pour... Parce que demain, il y a un colloque qui est organisé, j'imagine que tu y seras, par ta collègue Clémentine Autain. Et quand elle a été interrogée effectivement sur le fait que beaucoup de gens voulaient réduire le périmètre des services publics, elle disait au contraire que, par exemple, puisqu'on a beaucoup parlé des enfants, voilà, pour la petite enfance, il fallait exclure les structures privées pour éviter des scandales du type Orpea for Kids comme on a eu en début d'année, et avoir une espèce de gigantesque service public de la petite enfance, mais aussi un service public de l'alimentation pour donner à toutes et tous l'accès à une alimentation digne, etc., etc. Et donc dans ce que tu dis, toi, ce serait pas forcément une extension, ce serait pas un programme visant à avoir 5 millions de fonctionnaires en plus, ce serait des organisations différenciées. Non, je pense que le champ est très vaste, et en fait l'horizon est beaucoup plus large que ça. Je crois qu'il faut qu'on imagine justement comment créer des services publics qui d'abord peuvent pas ressembler à ce qui a été jusqu'à présent, parce qu'on fait face à de nouveaux défis, et y compris dans la manière dont ils se mettent en place et sont organisés, leur gouvernance, etc., doit inclure beaucoup plus l'intervention citoyenne. Donc je crois que encore une fois, c'est pas une vision étatiste, ou en tout cas, il faut changer la vision des services publics par en haut, en fait, comme quelque chose par en haut, avec un État, en fait, voilà, qui mettra en place des services publics, et partir, encore une fois, des besoins des gens, et des formes s'inspirer des formes qui existent aussi de l'auto-organisation, et de savoir comment on mutualise et comment on organise pour répondre aux besoins. Je parlais des services publics, mais on peut aussi penser, par exemple, à la protection sociale en soi, qui est, je pense, encore une autre forme de commun, c'est-à-dire, et y compris qui va, je pense, encore plus loin, parce que c'est l'idée que on s'extrait de la logique capitaliste, et on forme une forme, dans l'idéal la plus avancée, justement, de l'auto-organisation par les travailleurs, travailleuses, les salariés, elles et eux-mêmes, qui gèrent en commun
normalement, dans l'idée, ça ressemble plus du tout à ça. En fait, le système aujourd'hui, justement, il s'est beaucoup étatisé. L'État a repris la main sur quelque chose qui était quand même une expérience assez révolutionnaire. L'idée, justement, que toute la richesse qui est produite par les travailleurs, elle est gérée par elles et eux-mêmes. Et là aussi, c'est quelque chose pour lequel il faut se battre et élargir, étendre encore plus le champ de cette protection sociale, de ces communs-là. On parle aujourd'hui d'une nouvelle branche pour la question de l'autonomie, du grand âge, etc. On parle de sécurité sociale alimentaire, etc., etc. Et je pense que c'est justement ça, les voies d'extension, en fait. Mais pas tel que c'est aujourd'hui, d'abord parce que c'est dans un état terrible, et surtout en partant beaucoup plus de l'initiative citoyenne et de la participation. Je pense que en fait c'est bizarre parce que c'est revenir même à l'idée de départ où en fait c'était pour la sécurité sociale, on élisait les représentants à la sécurité sociale, etc. Ça a l'air complètement lunaire maintenant, mais ça devrait être le cas. Moi je crois que l'intervention citoyenne c'est aussi au cœur de ce que nous on défend, et qu'il faut qu'on revienne à ça et que justement on réinvente cette forme d'intervention citoyenne. Il reste des formes aujourd'hui, par exemple dans les mutuelles, mais voilà, où personne où très peu de personnes participent vraiment au fonctionnement de sa mutuelle. Mais voilà, je pense que on a des expériences, des conquêtes historiques qu'il faut réimaginer et se réapproprier pour développer les formes du commun de demain. Alors, il nous reste une petite demi-heure pour prendre des questions, mais d'abord, évidemment, je ne l'ai pas oublié. Chloé, peut-être est-ce que tu as une réponse sur une définition opérationnelle de ce qu'est la démocratie? Oui, c'était le premier rang. C'était toi. Une définition opérationnelle de ce qu'est la démocratie. C'est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Non, mais au sein de structures comme des coopératives, etc., c'est une règle de décision par la majorité. Même si on pourrait me dire qu'en réalité, la majorité, ça n'est pas le système le plus démocratique, que c'est l'unanimité qui l'est. Je prends souvent l'exemple de ce film qui s'appelle 12 hommes en colère. C'est un juré qui doit décider sur la culpabilité ou non d'un jeune homme qui est accusé d'avoir tué son père. D'accord ? Spoil pas la fin, c'est un grand film. Les 12 hommes dans la pièce, les 12 jurés ne peuvent pas sortir de la pièce tant qu'ils ne sont pas unanimement d'accord sur la décision, coupable ou non. Et ce qu'on voit à travers ce film, c'est que, bon, au début, il y en a 11 contre 1, et puis à la fin, il y a une unanimité qui se renverse et qui est acquise. Je ne dirais pas sur quelle solution, mais tout le... C'est un film américain, donc on a une idée. Oui, on se doute. Tout le processus du film montre ce que permet l'unanimité. C'est-à-dire d'aller au bout de la recherche de la vérité pour convaincre l'autre. Il n'y a pas de possibilité d'écraser et de dire j'ai 51%, toi 49%, donc maintenant tais-toi, et c'est comme ça. Non. En fait, là, ils n'ont pas d'autre choix. Celui qui veut convaincre et qui veut emporter l'adhésion n'a pas d'autre choix que d'aller écouter chacun, que d'aller essayer de convaincre chacun, alors même que les motivations des uns et des autres ne sont pas forcément toujours rationnelles, d'accord ? Il y en a le gars qui convainc, il est très virtuose, hein, avec certains, il utilise des arguments très rationnels, regarde, c'est impossible qu'il soit coupable, et avec d'autres, il va aller sur le terrain plus sentimental parce qu'il voit que l'opposition est plus de ce ressort. Et donc, ce film nous montre et nous démontre que l'unanimité et le consensus est le système le plus démocratique qui soit. Et c'est pour ça, quand on me dit, notamment au niveau européen, l'unanimité, ça n'est pas démocratique, c'est pas le sujet. C'est démocratique, ça n'est pas efficace. Deux choses différentes. Faut pas se tromper. Donc, tu vois, quand tu me dis de définir ce qu'est la démocratie,
c'est au moins la règle de la majorité, mais on peut aller beaucoup plus loin. Et moi, avec mon association, c'est aussi ce que j'ai porté, avec des modes de scrutin innovants comme le jugement majoritaire. C'est garantir une majorité beaucoup plus solide que ce que permet le scrutin uninominal majoritaire. C'est, tu vois, on peut. Moi, je crois profondément en l'innovation démocratique. Et on peut, quand on parle de théorie des communs, il faut, non seulement on peut, mais on doit aller beaucoup plus loin dans l'innovation démocratique et dans l'invention de nouvelles formes de démocratie à partir du plancher de la règle majoritaire, mais qui n'est pas l'alpha et l'oméga de la démocratie. C'est un bébé ? Oui, il y a un Tu bébé. veux s'exprimer manifestement. Moi, je voulais bien. Oui, vas-y. Et puis après, il y a des questions, Alors, on a vu une là. elle m'a piqué ma référence parce que moi, je fais souvent référence à 12 hommes en colère, donc tu vois, oui. Oui, parce que parfois, on n'a pas forcément le temps, mais j'ai des anecdotes. En tout cas, moi, c'est comme ça que je voulais tenter de répondre ce que nous permettait la démocratie. Et le verbe que je voulais utiliser, c'était le verbe convaincre. Et effectivement, y compris dans le groupe dans lequel je siège au Parlement européen, parfois j'ai l'impression d'être dans le rôle de ce juré qui essaie d'emmener tout le reste. Voilà, on part de loin, notamment le jour où j'ai dû convaincre le groupe des Verts de déposer un amendement de rejet sur cette politique agricole commune pour faire le lien avec ce que je racontais tout à l'heure. Au départ, j'étais le seul convaincu par ça, et après 3 heures de débat, c'était pas l'unanimité puisqu'il manquait 3 voix, mais c'était quand même une réussite. Mais je vais rester quand même sur la notion du verbe convaincre. Et je vais partir peut-être, vu que tu as déjà parlé du film 12 hommes en colère, moi je vais partir d'une citation de Gandhi, et ça va m'amener sur la sécurité sociale alimentaire. Gandhi disait montrer l'exemple n'est pas une façon de convaincre, c'est la seule. Et donc, pour convaincre, il faut oser. Il faut oser des expérimentations, il faut oser des démonstrations, il faut oser des alternatives. Et ce qui est en train de se passer, tu parlais de la sécurité sociale alimentaire, c'est précisément ça qui est en train de se passer. Et c'est possible parce qu'on est dans un espace démocratique où des citoyens peuvent prendre des initiatives, où des citoyens, y compris parfois élus, peuvent se lancer dans des expérimentations. Et on a des expérimentations très enrichissantes sur la sécurité sociale alimentaire. Et c'est ces exemples-là, ces expérimentations-là, ces initiatives-là qui, dans notre démocratie, ont une valeur de conviction et qui va permettre, je l'espère en tout cas, d'avancer sur des sujets comme la sécurité sociale alimentaire, parce qu'en vérité, c'est très facile, enfin, de mon point de vue, c'est très facile à mettre en œuvre. Les moyens sont sur la table, ils sont juste mal utilisés. Aujourd'hui, on utilise des volumes d'argent public absolument pharaoniques, c'est entre 6 et 9 fois la PAC en termes de volume financier, pour dépolluer des ressources vitales comme l'eau, pour réparer la biodiversité, réparer la santé, à cause des pratiques agricoles qui sont soutenues par la politique agricole commune. Eh bien, si on fait la démonstration par des expérimentations, par des initiatives, que on peut mettre en place une sécurité sociale alimentaire qui, d'une part, va cocher le respect de ce commun central, absolument fondamental, qui est l'accès à la nourriture pour tous et de bonne qualité, et qu'on peut faire autrement que ce qu'on fait aujourd'hui, avec des enveloppes publiques qui sont mal orientées, qu'en réorientant, en redéployant ces politiques publiques, je parle bien sûr de la PAC, mais aussi des politiques curatives qu'on engage pour dépolluer l'air, l'eau, réparer la biodiversité et la santé, on a un outil, on a les moyens économiques pour alimenter cette sécurité sociale alimentaire qui permet, quel que soit le niveau de ressources, de tous avancer sur une nourriture saine et de bonne qualité. Et qui permet aussi, et c'est en lien avec le débat d'actualité, à l'autre bout de la chaîne, ou plutôt au début de la chaîne, de proposer des revenus dignes et décents pour les agriculteurs. Donc il y a un vrai enjeu, et c'est d'actualité. Et moi, je suis convaincu que les expérimentations qui sont émergentes et qui fonctionnent de mieux en mieux, je pense à Montpellier, je pense à Lyon, ici à Paris, je pense à Lila qui fait des choses intéressantes dans son mandat de conseillère municipale. Ces expérimentations vont montrer qu'on n'est plus dans l'utopie. On n'est plus dans l'utopie. De toute façon, les utopies d'hier sont les réalités d'aujourd'hui, et les utopies d'aujourd'hui seront les réalités de demain. Et donc, il faut
dans cet espace démocratique, utiliser tout cet espace d'initiative, tout cet espace de créativité qui nous permettent de montrer l'exemple et vérifier ce que disait Gandhi, que montrer l'exemple n'était pas une façon de convaincre, c'était probablement la seule. On va grouper un certain nombre de questions. Il nous reste une vingtaine de minutes. Ouais, je vais en profiter d'avoir le micro pour parce que j'ai l'impression dans ce que vous dites, et merci beaucoup d'avoir pris l'exemple de la sécurité sociale alimentaire, de la sécurité sociale, qui pour nous sont des exemples parfaits. Et je vous fais une proposition pour savoir si vous pourriez en faire un programme de gauche commun, mais de dire, en fait, il y a 3 secteurs dans la société. Il y a un secteur public qui doit être là, garant, par exemple, pour peut-être l'éducation, enfin, et ça sera à déterminer, mais qui doit être là en dernier ressort. Il y a l'initiative citoyenne qui peut créer, quand elle s'auto-organise, par exemple, des crèches parentales, etc. Et puis, dans certains cas, et je pense que c'est important de le rappeler aussi, le marché, qui peut avoir son utilité. Si par exemple dans une rue il y a des restaurants qui veulent s'installer, on n'est pas forcément obligé d'en faire un commun. C'est bien que le marché fonctionne. Tu disais c'est cool d'aller le dimanche au marché. Bah oui, le marché peut garder une effectivité. Et j'ai l'impression que de ce que j'entends de ce que vous dites, là il y a un joli projet de société où on régule énormément le marché pour qu'il ne soit pas capitaliste mais beaucoup plus restreint et régulé. On crée des espaces pour que les initiatives citoyennes se développent, voire s'agrandissent énormément en faisant par exemple ce qu'on a fait avec la sécurité sociale pour l'alimentaire. Et puis un espace où les services publics restent présents, puisque c'est quelque chose à rappeler, l'auto-organisation citoyenne nécessite des capitaux, du temps. Et par exemple à Vienne, où il y a cette idée de cumuler le marché, le public et le commun, ils se rendent compte que le commun, des fois, c'est certaines classes sociales, mais pas d'autres. Et donc, du coup, c'est important de garder des services publics de l'hébergement. Voilà, je trouve que c'est un joli projet de société, facile à comprendre. Et je me demande si c'est pas, en fait, un programme commun que vous avez là, tous les 3. Je passe la parole. Pour le temps qu'on donne la parole, pour poursuivre, j'allais poser la même question que Sébastien, et pour poursuivre un peu aussi, vous interroger sur le rapport au symbole et à l'incarnation, puisqu'on voit on parle de gouvernance, on parle de démocratie, d'autogestion. Il y a un point commun là sur lequel on peut articuler vos positions, qu'on a du mal à synthétiser, ou en tout cas à résumer dans des figures assez simples à communiquer, à comprendre et à rendre audible, et aussi pour mettre en perspective ce projet-là par rapport à d'autres projets qui existent, contre lesquels on peut se battre, qui pour le coup s'incarnent autour de figures très simples, très porteuses. Je pense à la figure de l'entrepreneur qui réussit tout de la Silicon Valley, qui va sauver le monde avec ses innovations, et qui aussi vient combattre des visions qu'on peut porter avec des formes très simplistes, mais aussi très audibles de critique et d'attaque. J'ai l'impression que ce projet qui peut faire dénominateur commun, il manque de figures porteuses, en tout cas d'incarnation avec du symbole. Et j'aimerais vous attendre là-dessus. La question du symbole. Ouais, pour l'instant, évidemment, comme vous caricaturez un Amish, en plus, c'est pas vendeur. Vas-y. Oui, bonjour. Moi, je m'appelle Robin. Je suis étudiant en écologie scientifique et écologie transdisciplinaire. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui m'interloque depuis le début de cette matinée. C'est qu'on fait référence au commun, en fait, sans parler des autres formes de vie. C'est-à-dire que pour moi, un commun, c'est avant tout quelque chose qu'on partage avec des humains, mais également avec des autres formes de vie. Et donc, effectivement, j'entends la démocratie, effectivement, est essentielle et j'adhère totalement à cette idée. En revanche, et peut-être que je me trompe et ça a discuté, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, elle s'intègre dans un cadre idéologique où on considère que la liberté humaine possède peu de limites, en tout cas, et que du coup, le mode de vie des humains n'est quelque chose qu'on a seulement à déterminer entre nous, d'une certaine manière. Donc moi, ce que je me demande, c'est est-ce que la démocratie, oui, enfin, ça c'est une évidence, mais est-ce qu'il ne faudrait pas la réintégrer dans une réalité écologique qui est notre dépendance aux écosystèmes, et donc revoir par exemple la place aussi des autres formes de vie dans ces discussions. Voilà. Mais je pense que les coccinelles voteraient à gauche en plus, donc c'est habile. Non, c'est une très bonne question, je plaisante. Justement, je préviens que je plaisante parce que j'avais quand même l'impression, quand Chloé parlait d'illimitisme et du fait qu'on ne pouvait pas notamment faire n'importe quoi avec les sous-marins, les fonds sous-marins, qu'on avait commencé à esquisser, mais sans doute pas assez, donc on y revient à les noter, promis. Du coup, ça va pas faire transition. Moi, j'ai une question beaucoup plus pragmatique. Donc, Élise, je suis juriste en droit de l'urbanisme et agente publique. Et en fait, ce
dans les pratiques des agents publics, c'est vrai qu'il y a une grosse problématique. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le principe de précaution. On a une problématique entre ces principes qui ont été démocratiquement acceptés, même figés, même dans la Constitution pour certains, et l'application à grande échelle, en fait. Il y a des expérimentations, mais par exemple, pour vous donner un exemple bête, aujourd'hui, on essaye de développer les isolations thermiques par l'extérieur. On a un principe qui est venu s'ajouter, qui est de dire que c'est un droit fondamental de tout habitant d'être bien isolé. Et en fait, le principe de propriété nous bloque totalement dans notre action pour monter en puissance. C'est-à-dire, on sort... Moi, si je vous dis que je sors 4 opérations par an, c'est très peu, en fait. Et pour passer au-dessus et que les communs se généralisent et que le travail en commun se fasse, on a vraiment un problème, alors que les principes sont déjà là. Et du coup, est-ce que vous avez des idées, des propositions ? Peut-être une dernière, mais comme qu'on s'assure qu'on puisse répondre décemment à tout. J'en profite au passage pour te dire qu'une de nos propositions, c'est notamment d'étendre les foyers de libre évolution, par exemple, qui permettent justement de ne pas intervenir dans certains espaces et de les rendre à la nature. Ça, juste parenthèse, le temps que le micro circule. Oui, je ramène Arnaud Lévy de la coopérative Noésia. Je ramène la question de tout à l'heure, du coup. Il est midi 29, c'est bon, elle peut être vite. C'est le bon moment. Deuxième tour, Attal, Bardella. Je ne suis pas ultra détendu. On a un bon front de la gauche pour la loose. Comment on en sort ? Et quand je vous entends ce matin, ça parlait pas trop, vos réponses, c'était pas trop du commun, mais plutôt du lieu commun. Je trouve que vous êtes globalement pas à la hauteur. Conceptuellement, c'était vraiment le Clubi-Boulga. C'était un petit peu n'importe quoi. J'ai l'impression que la polysémie du terme commun sert bien pour pouvoir placer toutes sortes de banalités. Je suis moins gentil que Sébastien. Je trouve aussi qu'il y a un socle programmatique ici qui est intéressant. Donc ma question ce matin, c'était qui on outille avec ce socle programmatique ? Mais en vous entendant, la question, elle s'est étendue. Comment on fait ? Est-ce que vous êtes prêts à vous engager avec vos partis pour vous former sur ces questions de politique et de ce que c'est conceptuellement que des communs, que de l'autogestion ? En fait, ce que c'est que tout ça, donc j'ai l'impression que vous comprenez en fait pas énormément la réalité. Merci Arnaud pour cette question. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Vous allez vous faire le plaisir maintenant de les écouter. Voilà, vous allez prendre ce programme-là et vous le mettre en commun. Donc comme on avait dit qu'on allait garder l'incarnation pour la fin, je vous propose de commencer par les deux autres questions, notamment la question de Robin sur la liberté humaine et le reste. Hier, il y avait un papier dans Le Monde sur le réchauffement des océans qui, si rien ne change, va condamner toute forme de vie à l'intérieur de l'océan, mais aussi même à l'extérieur, puisque pour l'instant, les océans stockent du carbone et absorbent 90% du réchauffement de l'atmosphère, mais si ça continue, il va finir par relâcher du carbone. Donc en fait, on se rend bien compte qu'à ne préserver que la vie humaine, même nous, on se met beaucoup plus rapidement en péril qu'on ne le pense. Est-ce que la question de Robin, comment est-ce que tu l'entends, toi ? Je sais que par exemple, récemment, on a donné des droits à la Loire. Enfin, voilà, Exactement. C'est ça. Alors, effectivement, tu as vraiment eu raison de poser cette question parce que on a tourné autour, mais comme je le dis souvent, ça va sans le dire, mais c'est bien de le rappeler. Effectivement, moi, quand je parle de biodiversité, c'est de ça que je parle, mais voilà, ça aussi, tout le monde utilise le mot biodiversité. J'aurais dû préciser ce que je convoquais quand je parle de biodiversité, et c'est précisément ce que tu dis, c'est-à-dire que l'être humain n'est pas l'espèce qui domine le reste du monde et qui peut décider pour le reste du monde. Et on doit intégrer, encore une fois, sur des données objectives, c'est peut-être mon côté scientifique qui reprend le dessus, ce que ça convoque de cohabitation, de coopération, et donc de notions d'écosystème pour essayer de pouvoir maintenir notre existence sur cette planète.
Et donc, ce concept que tu as évoqué, il est absolument central. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas continuer à chercher, dans des logiques économiques, à mettre la nature au pas, par exemple, comme le fait l'agriculture de la FNSEA, pour rester sur les exemples que j'ai pris. Et donc, on doit construire des politiques publiques qui intègrent non pas seulement le bien-être des êtres humains, si tant est que ce que nous propose la FNSEA soit du bien-être, mais effectivement une approche globale qui convoque l'ensemble de l'écosystème. Donc j'ai sûrement pas été assez précis dans ce que j'évoquais quand je parlais de biodiversité, mais c'est exactement ce que tu évoquais. Et donc c'est cette coopération entre tous les organismes vivants. Voilà. Après, je ne sais pas si je réponds à la question d'en haut. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'on n'est pas reparti à vide. Mais me dire à moi que je suis hors sol, je trouve ça croustillant quand même par rapport à mon métier, par rapport à ce que je propose. Non, mais c'est quand même superficiel, c'est presque pareil pour moi. Bref, on va pas se lancer dans ce débat. Je trouve que c'est pas comme ça qu'on construit le début d'un débat coopératif quand on commence à apporter un jugement de valeur sur ce qu'amènent les autres. Il faut peut-être démarrer sur la superficialité au départ pour commencer à poser les premières bases d'un débat. Et à partir de cette superficialité, on commence peut-être à approfondir ensuite avec chacun ses spécialités et ses éclairages. Voilà, donc... Mais enfin oui, je suis désolé. Oui, heureusement, c'est pour ça que j'ai cité Gandhi d'ailleurs. C'est que c'est comme ça qu'on avance. Et donc voilà. Mais bon, c'est votre opinion. On va pas disserter longtemps. Mais sur la forme, je suis pas sûr que ce soit les bons ingrédients pour commencer à discuter intelligemment, si je peux me permettre. Est-ce que quelqu'un a une idée sur... évidemment, vous répondez sur le programme commun, mais sur la question de l'incarnation qui était abordée, parce qu'on voit bien qu'au fond, aujourd'hui, facho ne fait plus peur, ce qui permet en fait à l'extrême droite d'en rigoler et de dire bah oui, on est des fachos, etc. Et donc en fait, c'est une espèce d'agrégat commun. Le bloc central se reconnaît effectivement dans la figure de l'entrepreneur, self-made man, méritocrate. Donc ça, c'est tous les éléments de langage d'Amélie Oudéac, etc. Ces derniers temps pour défendre le mérite. Et puis, nous, c'est vrai que c'est plus... Enfin, je dis nous, du coup, je m'inclus. Hein. Mais c'est plus compliqué. On n'a pas de... Notamment parce qu'on est tous différents, on n'a pas de figure commune qui fasse vraiment envie. Alors, la bataille des imaginaires, ça a l'air comme ça un peu bisounours, mais Daniel, toi, tu mettrais quoi en avant alors ? Moi, je pense que la bataille des imaginaires, elle est fondamentale parce que c'est, en fait, dans l'idée que les gens ont de leur capacité à changer les choses qui fait la bascule. Moi, je pense qu'objectivement, une majorité de gens ont intérêt à ce que le monde change parce que la majorité subit le monde plutôt que ne le vit et n'en fait véritablement une expérience humaine. Et que, en fait, une bonne partie de ce qui rend difficile la conquête sociale, c'est l'idéologie dominante et le fait qu'on a dans la tête justement des projections, des références, etc. Et en même temps, je pense que la question, c'est comment est-ce qu'on construit ces figures d'identification collective et individuelle. Comment on réinvente aussi d'autres figures, parce qu'en même temps, c'est pas vrai qu'on est démunis, et c'est pas vrai que la figure de l'entrepreneur, c'est jamais que la version de la figure de la bourgeoisie conquérante, etc. Enfin, il y a toujours eu des figures qui représentent les catégories sociales dominantes, mais il y a aussi eu des figures représentant les catégories sociales dominées. Il y a la figure de l'ouvrier, qui est une figure du coup aussi très normée, parce que ceux qui l'ont produit, c'était des hommes blancs qui s'imaginaient ce qu'était un ouvrier, ou qui... Voilà. Donc il y a des biais aussi dans ces figures-là, et qui ont invisibilisé toutes les autres figures ouvrières, notamment les femmes, mais aussi les personnes racisées. Mais du coup, je pense qu'aujourd'hui, en termes de figures
de figures d'identification, ou en tout cas de référence. Par exemple, dans la dernière grande mobilisation, qui était il y a à peine un an, de la mobilisation contre la réforme des retraites, la question, par exemple, des salariés essentiels, des travailleurs et travailleuses essentiels, le fait aussi que, par exemple, des catégories aussi invisibilisées et dévaluées que les éboueurs à Paris sont devenus, en tout cas pour partie, des figures justement à la fois de l'extrême violence du système d'exploitation et en même temps de cette résistance-là. Et les éboueurs, en plus, pour beaucoup, avec une origine immigrée, etc. Je pense à ma collègue Rachel Keke, qui est ancienne femme de ménage, devenue députée, et qui a aussi, à travers cette figure-là... Donc, ce que je veux dire, c'est que les catégories sociales qui représentent la multitude qui a en commun cet intérêt à ce que les choses changent, en fait, portent en elles, en fait, justement des incarnations. Et la question, c'est comment est-ce que ces incarnations, en fait, moi, je pense qu'on a intérêt à ce qu'elles soient multiples. Oui, on n'a pas la figure du grand entrepreneur, mais tant mieux. On a la figure du jeune ou de la jeune militante pour le climat. On a la figure de la femme de ménage. On a la figure... Voilà. Je pense qu'il faut qu'on assume aussi cette diversité et qu'on se réapproprie, voilà, aussi ces formes qui sont un peu des formes d'héroïsation, mais aussi, voilà, de redonner de la dignité, de la force et des modèles comme ça. Et en fait, on en a plein, en fait, dans nos mouvements et dans nos luttes. C'est des figures de lutte, en fait, que je trouve inspirantes. Et donc voilà, moi je pense que la question, c'est comment on construit, oui, un récit aussi, en fait, un récit collectif, un récit national où dans le national, c'est quelle nation commune on a et qu'on assume aussi d'avoir, y compris il y a une référence à Bardella, enfin voilà, le Bardella Attal ou je sais pas quoi, qui serait en fait notre destin un peu de manière fatale, mais en fait par exemple reprendre et inverser la question, un débat qu'on a eu récemment sur la question de l'immigration, par exemple, et d'assumer de dire, en fait, non, l'immigration n'est pas un problème, en fait, c'est une richesse, et assumer des figures voilà, de l'histoire de l'immigration. Donc tout ça participe, je pense, aussi à construire un autre récit et d'assumer d'avoir un récit de notre histoire commune, etc. Donc voilà, après, peut-être que c'est des banalités, mais en même temps, je pense qu'on a peu fait ce travail-là concrètement dans les gauches. On commence à le faire, en tout cas nous, je sais qu'on est très attentif à ça, à la fois sur les figures individuelles, mais aussi sur les figures collectives. Pour moi, par exemple, la notion de peuple, c'est aussi une notion et une catégorie qu'il faut réinventer, dans laquelle il faut remettre en fait du positif et quelque chose d'inspirant. Voilà, au siècle dernier, on parlait des printemps des peuples, et c'était là aussi un récit révolutionnaire en fait. Et donc, je crois qu'on est à nouveau dans l'ère des peuples et qu'il faut se réinsuffler cette dimension d'inspiration. Si je peux me permettre, juste sur ce qui était dit, sur l'articulation entre le débat démocratique et la place des êtres humains dans l'écosystème, nous, on a beaucoup mis en avant l'idée de règles vertes et essayer de développer et de le populariser, l'idée que on se donne, et la constitutionnalisation de cette idée, c'est de dire que on ne peut rien produire, on ne produit pas plus que ce que la nature peut permettre,
et on se donne ça comme règle fondamentale. Et c'est-à-dire que du coup, on change en fait l'ordre des priorités et tout d'un coup, voilà, on se dit si ce qu'on doit faire met en cause, met en péril la capacité de la Terre à produire et à se reproduire nos ressources, ben en fait, on ne le fait pas. Et le fait de l'articuler avec un débat, quand on parle de la constitutionnalisation de cette règle, c'est d'articuler avec la dimension démocratique. C'est-à-dire que pour inscrire ça dans la Constitution, il faut une constituante, il faut un débat démocratique, et il faut mener ce débat avec le plus grand nombre et se la choisir comme règle fondamentale. Et je pense que ça, c'est une manière d'articuler à la fois la question de la démocratie et de ce point de vue-là, ce que nous, on défend sur la constituante et l'Assemblée constituante, c'est d'avoir ce débat-là et en même temps d'avoir comme objectif d'inscrire dans la Constitution et dans ce qu'on décide qui est notre règle fondamentale collective, des principes qui, justement, respectent l'idée que il faut protéger l'écosystème qui permet la vie humaine. Et donc, quand on parle d'écosystème qui permet la vie humaine, on inclut, je pense, toutes les autres formes de vie, parce que notre existence n'est possible que si ces autres formes de vie existent. Et juste pour rebondir, finir sur l'interpellation, je ne sais pas si on dit des lieux communs, mais peut-être ce qu'on dit là... il y a une bataille idéologique à mener à l'extérieur et si c'était plus ce débat-là qu'on avait à l'extérieur de cette salle, je pense que le débat public serait bien plus intéressant et intéresserait bien plus. Donc je pense qu'il ne faut pas prendre pour acquis ce qui apparaît, peut-être parce que vous êtes tous et toutes sensibilisés à ces questions, mais ce n'est pas du tout un acquis en fait, dans le reste de la société. Et justement, on doit mener cette bataille idéologique et parce qu'on a accepté dans les débats publics que en fait, c'est la droite et l'extrême droite qui imposent ces thèmes. Les thèmes dont on parle là, il faut qu'on les impose. Et donc, il y a un enjeu à mener cette bataille idéologique et pas se dire que on a tout compris et que c'est acquis en fait. C'est pas vrai. Rémi, tu voulais faire une dernière intervention avant de terminer avec Chloé? Je veux pas te couper, Chloé. Non, mais j'allais justement dire en rebond. Enfin, nous, en tout cas, comment on voyait aussi cette table ronde politique. Peut-être pour nuancer le propos, c'était déjà de vous dire merci d'être venu. Et pourquoi? Enfin, je pense qu'il faut bien se positionner aussi. Nous, ce qu'on a ressenti quand on a fait cette table ronde, c'est on savait quelque part que pour beaucoup d'acteurs des communs, ça allait un peu perturber en fait, parce que c'est pas forcément dans la culture des écosystèmes. Il y a une défiance, il faut se le dire, des partis politiques qui a plein de raisons, sans doute historiques, actuelles, etc., sur lesquelles on va pas revenir parce que c'est pas l'objectif. Mais nous, en tout cas, au sein du collectif, on est assez convaincus qu'on a besoin de vous en fait, et qu'on doit travailler ensemble collectivement sur ce sujet de la société des communs. Et nous, on voyait cette table comme une première étape pour voir si on partageait déjà des objectifs communs. J'ai l'impression qu'on en partage quand même un certain nombre. Et on pense qu'il faut aller plus loin collectivement. Donc, je voulais juste dire, aujourd'hui, cette première table ronde, c'est le début de quelque chose. J'espère qu'on pourra continuer à discuter, à creuser des questions collectivement et à approfondir des propositions concrètes et à mener la bataille idéologique, parce qu'on en parlait tout à l'heure. On est tous, de toute manière, le hors-sol de quelqu'un. Nous, avant que vous arriviez, on a aussi eu cette discussion de est-ce qu'on était hors-sol. Donc, rassurez-vous, c'est une question qui nous traverse tous. Donc voilà, mais en tout cas, on a besoin de vous parce que vous êtes à un endroit où nous, on n'est pas. Vous portez des paroles à des endroits où nous, on n'arrive pas à aller. Vous touchez des gens, vous arrivez à convaincre des gens, parce que nous, on arrive, si on doit le dire quand même, pas forcément toujours à faire. En tout cas, la société commune, c'est pas non plus le truc hype du moment. Et donc, on a besoin de vous pour nous aider à le rendre peut-être plus hype, à le populariser et à le concrétiser. Donc, merci d'être venu et hâte de poursuivre cette première étape vers de prochaines étapes. Et on laisse le mot de la fin à Chloé. Merci, je pense que ce que tu dis est tout à fait juste. Moi, je voulais simplement rebondir sur ce que tu as dit, sur la façon dont on pouvait inclure et tenir compte du reste du monde vivant, parce que ça, c'est une vraie question technique au-delà du principe que l'on partage, l'objectif de considérer évidemment qu'il faut arriver à maintenir l'écosystème. Je ne vais pas revenir sur le principe, mais sur la façon concrètement de le mettre en œuvre. Il y a plusieurs façons de procéder. Tu peux procéder par la représentation. Il y a des gens qui disent qu'autour de la table, dans le cadre d'une gouvernance démocratique, il faut représenter un lac, une rivière, un océan. Et
pour ça, il faut d'abord octroyer des droits pour que la personne qui représente le lac le fasse en vertu d'un droit de ce lac à, je ne sais pas, persister. La représentation est une solution pour cette prise en compte, mais n'est pas la seule en réalité. Tu peux aussi, parce que cet exercice de représentation, moi je ne suis pas experte de ce sujet, je n'ai jamais vu quelqu'un autour d'une table défendre les intérêts d'un lac ou d'une rivière, mais il y a forcément une dimension un peu abstraite là-dedans. Et aussi une dimension où tu acceptes de mettre sur un même plan la voix de celui qui porte le lac et la voix de tout un tas d'autres, alors même qu'on peut on pourrait aussi s'accorder sur le fait qu'il y a une importance autre de cette voix, comment est-ce qu'on la pondère, etc. Donc tu peux aussi procéder, autrement que par la représentation, par une réglementation contraignante qui te dit on ne met pas ça en balance et il faut que toutes les décisions que prenne cette instance démocratique où n'est pas représentée la rivière, de façon obligatoire, tiennent compte des intérêts de la rivière qui sont définis de telle et telle façon. Entre ces deux façons de représenter le reste, de garantir la pérennisation du reste du monde vivant, je pense que là, il y a un débat que vous, experts du sujet, pouvez approfondir parce que, il me semble, c'est un vrai débat. Et ça me permet effectivement de rebondir, comme l'ont fait mes collègues avant moi, sur le fait que nous sommes des hommes et des femmes politiques. Nous n'avons pas un doctorat, une thèse sur la théorie des communs. Nous n'en sommes pas spécialistes. Notre rôle est ailleurs. Il est de mener une bataille culturelle et politique qui est plus âpre que jamais, avec aux élections européennes du 9 juin prochain la perspective d'une extrême droite à 40%. Et donc, nous ne pouvons pas nous suppléer à vous. C'est votre rôle d'être des experts et de nous interpeller et de nous dire il faut faire ça, il faut porter ci et ça. Et ensuite, c'est notre rôle à nous de le mettre en récit. Et ça peut vous sembler des banalités qu'on le fasse, mais je vous assure, allez dans la rue et dites à quelqu'un bonjour, vous savez ce que c'est un commun? Je pense que 99% des gens ne sauront pas vous répondre. Donc la preuve de notre présence ce matin, je pense que le but c'est de vous dire que nous soutenons, nous comprenons ce que vous faites, nous vous encourageons et nous porterons de la manière la plus efficace possible l'ensemble de vos revendications parce que nous croyons dans le projet de société que vous portez, la société des communs. Super, c'est un bon mot de la fin. Merci beaucoup, on peut vous applaudir encore une fois. Merci encore. On se prend une pause d'1h30. Il y a on commence à 14h pour la prochaine table ronde qui concernera un thème qui nous est cher, l'État. Et puis ensuite, on verra la question économique. Au premier étage, il y a des paniers repas pour tout le monde. Et on vous remercie encore. Juste ici, si vous voulez participer, on a mis des paperboards pour que vous puissiez mettre